Marie-Christine Dalloz, bonjour, bienvenue, vous êtes députée Les Républicains du Jura. Erwan Balanant, bonjour, merci d'être avec nous, député MoDem du Finistère. Et David Habib, bonjour, bienvenue, député socialiste des Pyrénées-Atlantiques. Benjamin Morel, docteur en sciences politiques, vous êtes toujours avec nous, vous nous accompagnez pour cette deuxième demi-heure avant le discours de politique générale d'Édouard Philippe. Ce sera donc à 15 h à suivre en direct sur LCP. On a vu ces réformes nombreuses à venir. Erwan Balanant, on a l'impression que vous voulez faire rentrer du 40 dans du 39 finalement. Est-ce que ça va rentrer et quelles sont finalement les priorités? Les priorités, c'est au Premier ministre de donner un cap et de nous les donner. Moi, je vois qu'effectivement, on a du travail encore sur la planche. On en a fait beaucoup. Et il y en a beaucoup. Alors après, vous parlez de cette histoire de 40 dans le pied de 39 ou le pied de 40 pardon dans la chaussure de 39. C'est vrai qu'il ne faut pas vouloir aller trop vite. Et je pense et je pense que ça sera peut-être un des éléments importants du discours du Premier ministre. Il faut ne pas aller trop vite et il faut faire comprendre et accompagner ce qu'on veut faire. Quand on va trop vite, on fait mal, on fait. Quand on va trop vite, parfois on peut avoir justement des incompréhensions avec nos oppositions. Et moi, je sais que sur certaines mesures, on peut trouver des accords. Et moi, je trouve que c'est une bonne idée et c'est une bonne façon de politique. Donc, vous voulez plus aller à la recherche du compromis, c'est ça? C'est peut-être mon atavisme MoDem et cette volonté qu'on a de trouver du compromis. Mais après, il y a des moments où on n'est pas d'accord. Il faudra l'assumer. Et je pense qu'on l'a déjà fait. Et mes deux collègues ici l'ont déjà fait à certains moments. Mais vraiment, moi, j'attends qu'on soit dans une fin de quinquennat où on avance sans vouloir aller trop vite, en trouvant le juste rythme. Et puis l'écoute nécessaire qu'on doit avoir vis-à-vis de nos oppositions. J'imagine que vous souscrivez à ce que vous entendez, Marie-Christine Dalloz, mais pour vous, quelles seraient les priorités dans les futures réformes à venir? On les connaît, hein, les retraites, l'assurance chômage, la PMA, la révision constitutionnelle. On les connaît toutes, elles sont sur la table. Je ne sais pas comment il va les traiter, le Premier ministre, c'est surtout ça. Mais je ne sais pas comment il va s'attaquer à réduire le déficit des caisses de retraite, parce que c'est vraiment inquiétant. On a appris hier 10 milliards en 2022 finalement, nous dit le 10 milliards de déficit en 2022 d'après le corps. Ça, c'est une réalité. Le déficit de la sécurité sociale, il devient colossal. Le déficit du commerce extérieur, j'en entends pas parler, mais il y a une réalité, il y a un vrai déficit du commerce extérieur. Notre déficit français, de la dette française, tout ça, ce sont des réalités. Alors peut-être qu'elles ne touchent pas le quotidien, mais si les retraites, la sécurité sociale, ça touche le quotidien de nos concitoyens. Il suffit de voir la crise aujourd'hui dans les urgences françaises. Il n'y a pas un hôpital qui n'est pas en crise avec ses urgences. Et ça, c'est une réalité. Alors moi, j'entends le Premier ministre qui va nous faire l'acte 2. Je trouve ça extraordinaire, cette mise en scène. On est dans une pièce théâtrale, c'est d'ailleurs dramatique presque. On est dans l'acte 2, on a eu l'acte 26 ou 27 des Gilets jaunes. On est même à 30. On peut être à 30, on est à l'acte 30, vous voyez, il me manquait 3 actes. Mais je voudrais bien savoir en combien, sur un quinquennat, se joue la scène, la pièce du quinquennat Monsieur Macron. Combien on aura d'actes? Parce que là, on est au deuxième, mais à quel moment on aura... C'est-à-dire que ce sera un jeu d'acteurs tout à l'heure? Si vous calculez bien, ça fait 2 par mandat, ça fait 4. Vous vous attendez à des réformes, David Habib, des réformes concrètes, vous, tout à l'heure, des précisions sur le calendrier et qu'est-ce que vous mettriez en numéro 1 finalement s'il fallait réformer? Si vous me permettez quand même. Moi, je vais être dans une situation totalement différente de celle de 2017. En 2017, j'étais l'un des 3 députés socialistes à avoir voté la confiance. Pour 2 raisons. La première, c'est que je considérais que censurer un gouvernement qui n'avait que 15 jours d'existence me paraissait complètement illogique. Deuxième raison, c'est que j'avais été, comme d'autres, attentif au fait que Emmanuel Macron, sur la question de l'emploi, sur la question de l'industrie, sur la question de l'agriculture, sur la question de la recherche, de notre capacité à mobiliser le pays, avait un discours qui me plaisait et qui rejoignait en tout cas mes préoccupations. Je suis un élu d'abord du Béarn et d'abord de terres à la fois industrielles et agricoles. J'étais intéressé par ça. Puis 2 ans plus tard, on a quoi? On a des cadeaux qui sont faits aux plus riches, la flat tax,
l'impôt sur la fortune. On a un pouvoir d'achat pour les plus pauvres et pour les Français moyens qui baisse. Des décisions qui sont complètement autoritaires. Pouvoir d'achat, il y a des chiffres qui le donnent en hausse. Ouais. Oui, bien sûr. Venez chez nous, vous verrez. En médian. En médian. Médian. Oui. Ouais. Et des décisions qui sont autoritaires en matière de services publics, des fermetures, les trésoreries, les bureaux de poste, des choix qui sont totalement incompris par les gens, et y compris les plus jeunes, je pense. Mais il n'y a pas des réformes sociales, là, justement, qui arrivent et dans lesquelles vous vous dites, là, il y a moyen de rééquilibrer peut-être un quinquennat que vous jugez, vous, déséquilibré? Sur l'assurance chômage, tout à l'heure, il était présenté l'assurance chômage comme un des moments qui allait intéresser le Parlement. Non, puisque c'est une... ça ne passera pas par la loi. Ça passera pas par la loi. Mais on sent bien qu'il y a aujourd'hui une brutalité qui, aujourd'hui, est désirée par le patronat et soutenue par le gouvernement. Sur les retraites, on sent également que la question, c'est pas tellement de savoir si les pensions vont être financées ou pas. Ce sera une autre question, mais ce sera pas celle de la loi. La vraie question, c'est celle de la durée avant de pouvoir postuler à une pension complète. Bon, etc., etc. Et dans tous ces domaines, c'est un recul qui qui est organisé par ce gouvernement. Donc moi, contrairement à 2017, je voterai contre, sans état d'âme. Et la question qui doit être posée à Édouard Philippe, c'est pourquoi il a perdu la confiance, ou en tout cas l'intérêt d'un certain nombre de députés. On va reparler des votes aussi dans un petit instant. Je voudrais vous entendre, Benjamin Morel, sur ce calendrier de réforme qui est très chargé, là. Est-ce qu'il faut réformer absolument en 2019 ? Parce qu'en 2020, il y a toute une séquence politique qui va s'ouvrir avec les municipales et départementales et régionales qui vont suivre. Est-ce que c'est la dernière fenêtre de tir ou pas, 2019 ? Si vous voulez, pour les gros textes, probablement. C'est-à-dire qu'ensuite, on rentre en effet dans un calendrier qui est beaucoup plus contraint et qui plus est, se rapproche, pas tellement des régionales, mais surtout des présidentielles. Donc du coup, si vous réformez les retraites ou la bioéthique avant les présidentielles, c'est mauvais. La réforme constitutionnelle, c'est un marathon, si vous voulez. Parce que c'est pas... La plupart des textes sont adoptés en procédure accélérée, c'est-à-dire qu'ils passent une fois à l'Assemblée nationale, éventuellement une deuxième fois pour une lecture finale. La réforme constitutionnelle, elle va venir, elle va revenir, elle va revenir. Et elle va peut-être même revenir après. Donc si vous voulez, c'est plusieurs textes, du point de vue du temps, en un. Donc du coup, il faut beaucoup plus de temps pour l'adopter. Le problème, c'est que tout ça, encore une fois, ne rentre pas. C'est pas que c'est serré, c'est qu'en fait, c'est impossible. Donc il faut faire des choix. Le choix logique serait celui, en effet, de sacrifier la révision constitutionnelle. D'abord parce qu'il n'y a pas grand-chose dedans aujourd'hui. Et deuxièmement, parce qu'elle va prendre du temps. Troisièmement, parce qu'elle est très aléatoire, avec une droite sénatoriale qui, si jamais elle fait le cadeau d'un congrès à Emmanuel Macron, risque de souffrir l'effet vote utile face au Rassemblement national. La plupart de ces électeurs diront « Regardez le Congrès, mieux vaut voter Marine Le Pen que voter LR, puisqu'il s'acoquine avec LREM ». C'est ce qu'on a vu aujourd'hui, hier, aux élections européennes. Donc il y a un vrai danger pour la droite qui n'a pas intérêt à faire ce cadeau à Emmanuel Macron. Le tout est très aléatoire. Le problème, évidemment, c'est que revenir sur cette réforme qui est emblématique, qui a déjà souffert de l'affaire Benalla, eh bien, c'est probablement se dédire pour le gouvernement. Donc c'est compliqué symboliquement. Ensuite, il y a un deuxième danger dans cette accumulation de réformes, c'est que ce sont des réformes qui sont probablement des réformes à mobilisation, si vous voulez. Quand vous réformez l'assurance chômage, les retraites et la bioéthique en même temps, vous risquez d'avoir l'agglomérat de lutte et de contestation. De contestation dans la rue. On va en reparler justement dans un instant et je vais vous faire réagir aussi, Marie-Christine Dalloz. Mais on va parler de cette révision constitutionnelle et puis de la PMA, parce qu'il y a un arbitrage effectivement qui doit être fait entre ces deux réformes. Elsa Mondingava, on vous retrouve à l'Assemblée, salle des 4 colonnes. Hier, le Premier ministre a dit en réunion de groupe qu'il allait faire un choix. Exactement, Édouard Philippe a dit qu'il fallait bel et bien choisir entre les deux. C'est donc l'arbitrage que l'on attend de cette déclaration de politique générale, la révision de la Constitution ou le projet de loi bioéthique. Les ténors de la majorité, Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, Gilles Legendre, le patron des députés En Marche à l'Assemblée, Stanislas Guerini, le patron du parti, penchent plutôt pour la bioéthique avec la mesure, l'extension de la PMA à toutes les femmes. Une partie de la majorité, elle, ne veut pas choisir et pense qu'il est possible d'étudier les deux textes d'ici la fin de l'année, ce qui semble effectivement compliqué en termes de calendrier, puisque, vous l'avez dit, dans l'agenda, il faut aussi caser les retraites, l'assurance chômage, la dépendance et le traditionnel budget. Donc la révision de la Constitution ou la bioéthique ou encore
une troisième voie en même temps, puisque le gouvernement pourrait par exemple sortir la mesure concernant la PMA, la procréation médicalement assistée, du texte plus global de la bioéthique, histoire de l'adopter plus rapidement. Pour la révision de la Constitution, c'est pareil, il y a plusieurs textes, plusieurs étages, certaines mesures nécessitent l'accord du Sénat, d'autres non. Bref, gouverner, c'est choisir, avait dit ici même Pierre Mendès France il y a plus de 50 ans, et choisir, eh bien, c'est forcément faire des déçus. Effectivement, merci Elsa Mondingava. Erwan Balanant, vous dites quoi? Il faut privilégier la révision constitutionnelle ou la PMA? Puisque le Premier ministre a dit hier à la réunion du groupe majoritaire, il va falloir choisir. Moi, j'aimerais qu'on fasse les deux. Ah. J'aimerais qu'on fasse les deux parce que sur la PMA, c'est... Là que la phrase de Mendès France prend tout son sens. Voilà, pour moi, c'est une nécessité pour plusieurs raisons, à titre personnel, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent cette réforme depuis très longtemps. Et puis c'est aussi un engagement de campagne. Donc je pense qu'il faut la faire, mais je pense aussi, et c'est là que c'est un dilemme assez compliqué, que la révision de nos institutions est nécessaire. Vous avez dit tout à l'heure que le texte était allégé. Le texte n'est pas complètement allégé, il est différent, avec un certain nombre de choses qui pouvaient irriter la droite et d'ailleurs aussi en partie la gauche, qui sont mis de côté, parce que dont acte, ça pose problème. Et puis il y avait des avancées qui sont des avancées à mon sens importantes sur les territoires, avec la différenciation, quelque chose qui pour moi, je sais que vous partagez pas complètement cet avis, mais on va pas se débattre là. Voilà, on va pas l'avoir là, mais pour moi c'est important, parce que les territoires ont besoin de respirer, ont besoin de pouvoir choisir un certain nombre de choses par eux-mêmes, dans un cadre défini évidemment. Et puis il y a la question qui, moi, était importante aussi, c'est la question de comment on retravaille la participation citoyenne pour avoir une démocratie continue, une démocratie qui vive entre les échéances électorales. Mais donc, hier, le Premier ministre a dit que ça n'a pas de sens d'engager la réforme constitutionnelle sans l'accord du Sénat. Ça veut dire que quoi? Il y a une tentative d'abandon quand même, cette révision constitutionnelle? Je pense, et Madame Dalloz l'a dit tout à l'heure, on a des mesures fortes à prendre. Les retraites, qui sont des mesures qu'on ne prendra pas pour ce quinquennat. Et c'est une réforme sur le long terme, les retraites. Si on l'adoptait aujourd'hui, elle commencerait que dans 5 ans. Donc voilà, les retraites, l'assurance chômage, c'est des choix importants à faire pour notre pays, pour que notre pays soit plus agile, aille mieux, parce que c'est une des volontés. Et ça rejoint ce que disait tout à l'heure Monsieur Habib sur son vote de confiance à l'époque. Et moi, d'ailleurs, je l'encourage à regarder un peu les résultats, et peut-être qu'entre-temps, entre tout à l'heure et maintenant, il aura peut-être le temps de regarder les résultats et de voir qu'on va dans le bon sens. Indécent. Marie-Christine Dalloz, sur la... Surtout que j'ai cru comprendre que ça ne marcherait pas. Donc voilà, choisir, c'est pas simple. Peut-être qu'on peut essayer de trouver une révision encore un petit peu allégée où il y aurait encore moins d'irritants pour avancer sur les sujets qui sont importants pour les territoires. Pour la voter, cette révision constitutionnelle, il faut l'accord du Sénat, donc de la droite qui est majoritaire là-bas. Marie-Christine Dalloz, est-ce que la droite a intérêt ou pas à voter cette réforme constitutionnelle telle que vous la connaissez aujourd'hui? Telle qu'elle nous est présentée, non, surtout pas. Qui plus est, enfin, il y a eu des modifications qui ont été apportées, et notamment une qui n'est pas anodine, c'est l'interdiction pour les maires, quelle que soit la taille de la commune, de faire 3 mandats consécutifs. Ça a changé, il y a des communes où on n'aura pas la possibilité. Écoutez, récemment, la semaine dernière encore, c'était une mesure qui était annoncée par la ministre, donc de la garde des Sceaux. Donc voilà, c'est une réalité. Moi, cette réforme constitutionnelle, si elle répondait à une attente si forte des Français, je serais favorable. Aujourd'hui, quel est le problème de nos concitoyens? Enfin, il suffit de les rencontrer, de lire leur courrier. Les Français, ils disent majoritairement il faut baisser le nombre de députés, il faut plus de proportionnel. Ils veulent de la participation citoyenne. Tout ça. Les Français ce qu'ils veulent surtout, les Français aujourd'hui, c'est du pouvoir d'achat. C'est du pouvoir d'achat. Moi, je voudrais vous rappeler que le 24 avril, c'est pas si vieux, le président de la République a fait des grandes annonces avec 20 milliards d'euros qui ne sont d'ailleurs pas financés. On voit toujours pas poindre un budget, une loi de finances rectificative. Donc, on ne sait pas à quelle mesure ça va être, comment ça va être financé. Mais une chose est sûre, c'est que la préoccupation aujourd'hui des Françaises et des Français. Je vais vous donner un chiffre. Ce matin, j'étais en réunion avec les députés qui sont encore des conseillers départementaux. Dans les départements, les bénéficiaires du RSA aujourd'hui,
37%, entre 37 et 40%, ça dépend des départements, sont des femmes seules avec enfants. Jusqu'à quand on tolère ça? Comment est-ce qu'on ne trouve pas une solution? Et la réalité de ce quotidien, c'est la confrontation vraiment au jour le jour de l'ensemble de nos concitoyens. Donc, alors moi je veux bien donc qu'on la se révision fasse plaisir constitutionnelle, avec pour vous, réforme ça doit constitutionnelle, passer au-delà. bioéthique, réforme constitutionnelle. Je crois que la réalité aujourd'hui, c'est concrètement comment je vis demain, à la fin du mois, la semaine prochaine. David Habib, pour vous, la révision constitutionnelle, elle a un sens encore aujourd'hui ou pas? Non, elle n'a plus de sens. Elle a plus de sens. Elle a plus de sens. Moi, si je me permettrais d'ajouter quelque chose, la vraie question aujourd'hui, c'est à quoi sert la politique? Oui. Et quand on va se retrouver en 2022 dans l'élection présidentielle, avec ce que nous avons tous les trois en perspective, parce que je vous rappelle quand même que tous les trois, nous avons voté pour Emmanuel Macron au deuxième tour parce que nous ne voulions pas. Je suis obligée de vous couper parce qu'Olivier Faure prend la parole en direct, le président du groupe PS au Sénat. On l'écoute. Il y aura des amodiations, il y aura des éléments de marketing. Bien sûr, on aura droit à la couche écologique qui manquait jusqu'ici. Mais la vérité, c'est qu'on ne veut plus des mots, on veut des actes. Je crains que non. En tout cas, ils le répètent à longueur d'interview. Donc, je ne vois pas pourquoi on attendrait aujourd'hui quelque chose de neuf par rapport à ce qu'ils disent depuis des semaines et des semaines. Il y a eu un grand débat avec des petites réponses. Il y a eu en fait un mouvement social inédit qui s'est soldé en fait par pas grand-chose. On a une élection européenne que la République en marche a malgré tout perdu. Et rien n'y change. Donc je pense qu'ils vont s'appuyer sur les institutions de la République, faire en sorte qu'ils savent qu'ils ont une majorité large ici et que donc ils n'ont aucune raison de changer. En tout cas, de leur point de vue, ils n'ont aucune raison de changer. Et donc nous n'avons aucune raison non plus de changer et d'approuver une politique que nous n'approuvons pas texte après texte depuis des années. Voilà. Dans la bouche d'Olivier Faure, le patron du Parti socialiste. David Habib, je vous ai coupé. On l'entendait en tout cas Olivier Faure dire on veut des actes maintenant. Oui, d'abord c'est pour la bonne cause, donc j'accepte, c'est pas de problème. Non, je vous disais, les gens ont besoin de savoir à quoi sert la politique. Ils ont besoin d'identifier l'intérêt d'un vote, d'identifier l'intérêt d'une mobilisation. Et nous, socialistes, nous avons aussi notre part de responsabilité pendant le précédent quinquennat où les décisions prises n'avaient pas de conséquences immédiates pour la vie des Français. C'est la même chose aujourd'hui. À force de continuer à ce petit jeu-là, à force d'être dans la posture, dans la communication, on va le voir avec le discours du président de la République, du Premier ministre sur l'environnement, je le crains. On le voit avec la loi aujourd'hui, la loi mobilité. Franchement, les trottinettes, chez moi en Béarn, c'est pas la priorité. C'est pour ça que Monsieur Balladan, moi je préférerais avoir des réponses sur un certain nombre de grands projets, notamment la LGV Atlantique que nous attendons, etc. Mais là, le gouvernement se tait, il ne dit rien. Et aujourd'hui, moi ce que je crains, c'est que nos concitoyens, à force de les désespérer, on est en train de faire le jeu les uns et les autres du Front National. Alors il y a une réforme qui est concrète, peut-être, c'est la PMA. Il va falloir arbitrer entre les deux. La PMA, ce serait envoyer un signal politique, peut-être à la gauche aussi, à l'électorat de gauche? Oui, si vous voulez, quel est le problème aujourd'hui d'Emmanuel Macron? Si on prend un petit peu les cartes électorales des dernières européennes, c'est qu'Emmanuel Macron a gagné un électorat, l'électorat orléaniste de centre droit, mais qu'il a perdu l'électorat social-démocrate qu'il avait porté au pouvoir. Alors cet électorat de centre droit, il est très précieux, mais lors d'une présidentielle, vous avez plus de mobilisation qu'une européenne, eh bien vous avez besoin d'élargir votre base électorale. Emmanuel Macron a besoin de récupérer ce centre-gauche, ces sociodémocrates. Donc la réforme de la PMA qui parle à cet électorat-là, si je vais être très cynique et très électoraliste, eh bien elle est importante. Plus que l'écologie finalement. Alors peut-être pas plus que l'écologie si vous voulez, mais c'est un signal qui rentre dans cet aspect-là. En tout cas, probablement plus que les institutions et qu'une révision constitutionnelle qui, quand on prend un peu les enquêtes d'opinion, les Français sont d'accord pour réduire le nombre de parlementaires, mais ça arrive très en bas de leurs priorités. Dans les attentes donc très clairement, des Français. Voilà, du point de vue des électeurs, si je veux être encore une fois purement cynique, du point de vue des électeurs à aller chercher, il y en a probablement plus du côté de la bioéthique que du côté de la révision constitutionnelle. Alors nous sommes à quelques minutes maintenant du discours de politique générale d'Édouard Philippe. Les groupes ont déjà arrêté en partie leur position pour le vote de confiance qui suivra, mais il n'y a pas partout des consignes de vote. Alors Stéphanie Despierres, vous êtes avec nous, salle des 4 colonnes à l'Assemblée, vous avez fait le tour des groupes. À quoi faut-il s'attendre ?
Alors Édouard Philippe, évidemment, compte bien faire le plein des voix de la majorité, d'autant qu'hier, le président de l'Assemblée a mis en garde ses troupes. L'abstention serait péché mortel, a déclaré Richard Ferrand. Liberté et Territoire, le dernier né des groupes à l'Assemblée nationale et qui a récupéré quelques députés partis de La République En Marche, devrait s'abstenir. Sans surprise, les trois groupes de gauche, la France Insoumise, les communistes et les socialistes voteront contre. En 2017, 3 socialistes avaient voté la confiance à Édouard Philippe. Mais ce qu'il faudra regarder de très près, ce sont les bancs de la droite. Les Républicains devraient cette fois largement voter contre. La situation est très différente d'il y a 2 ans. En 2017, Édouard Philippe venait de quitter la droite pour entrer au gouvernement. Il avait beau être considéré comme un traître par ses anciens collègues, eh bien 3/4 des députés Les Républicains s'étaient abstenus sur sa déclaration de politique générale. Il faudra aussi regarder ce qui se passe du côté du groupe UDI et indépendant, au bord du divorce. La majorité du groupe devrait s'abstenir, mais les 9 députés Agir, le parti du ministre de la Culture, devrait voter pour. Merci Stéphanie Despierres pour ces précisions. Marie-Christine Dalloz, Stéphanie nous le disait, 75 abstentions lors du premier vote du discours de politique générale. Et vous étiez abstentionniste. J'étais abstentionniste. Aujourd'hui, vous êtes abstentionniste également ou vous allez voter contre? Très clairement non, à moins qu'il nous annonce des nouvelles qui seraient fracassantes et que sa majorité ne pourrait pas suivre. Mais la réalité, c'est que je voterai contre. Parce que, au-delà du fait que je critique la forme et le fond de la Macronie aujourd'hui, le résultat des élections européennes, je trouve, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, au niveau démocratique, c'est une catastrophe, c'est un recul de la démocratie en France. Avoir le choix entre le Rassemblement national et Macron, je pense que c'est une très mauvaise chose pour notre pays, pour la démocratie de notre pays. Mais au-delà de ça, ce que je trouve d'une indécence extraordinaire, c'est le débauchage systématique qui est fait aujourd'hui par chaque ministre d'appel au président de département, au maire des grandes villes. Le président de la République. Il y a 72 maires quand même de droite qui se disent Macron compatibles, qui ont signé une tribune dans la presse. Alors, on va rectifier. Dans les 72, il y en avait plus de 40 qui n'étaient déjà plus LR. D'accord. Donc qui avaient quitté le parti, qui se disaient encore de droite. Vous voyez pas d'hémorragie particulière? Il n'y a pas une hémorragie. Non. Chez nous, on fait pas ça. On a une vraie pratique démocratique. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on annonce des chiffres pour faire, mais là, ils font un débauchage systématique qui est d'une indécence extraordinaire, on n'avait jamais vu ça en politique. Donc rien que pour ces raisons-là, je dirais non à la confiance à ce gouvernement. Alors vous, David Habib, vous aviez voté pour, vous nous le disiez tout à l'heure, et là vous allez voter contre ou vous abstenir? Non, je vote contre sans hésitation. Je l'ai dit à mes concitoyens, c'est à eux que c'est vers eux en tout cas que je dois me tourner. En 2017, j'avais un candidat de La République En Marche en face de moi. Je précise parce que mon vote à la déclaration de politique générale n'était absolument pas dû à des circonstances particulières ou une bienveillance particulière de la Macronie. Non, j'avais considéré, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on ne pouvait pas censurer un gouvernement qui venait de s'installer. Maintenant, on a 2 ans derrière nous, je vote contre. Je ne sais pas s'il y a du débauchage. Chez moi, je leur ai toujours dit depuis le début aux représentants de la République En Marche qu'il n'était pas question que je puisse être infidèle à ma formation politique, mais surtout aux militants et aux sympathisants de cette formation. Je continuerai, mais avec le souci de préserver les intérêts de la France et du Béarn, je continuerai à travailler là-dessus, et y compris avec les ministres lorsque, sur telle ou telle question, ils me solliciteront. Ils peuvent très peu, vous interroger. On est très peu. C'est pas une opposition de principe, c'est ce que vous essayez de nous dire là sur ce plateau. J'ai l'espoir qu'on puisse les convaincre. Après tout, ils peuvent entendre aussi. Alors Erwan Balanant, vous êtes au Modem, il peut manquer des voix dans la majorité? Non, enfin en tout cas au Modem il ne manquera pas de voix, la confiance au Premier ministre sera pleine. Juste, je trouve dommage que Madame Dalloz ne l'a pas dit, mais vous l'avez dit, vous allez voter contre, vous l'avez déjà décidé, vous n'avez même pas encore entendu le discours. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise, on ne sait jamais, et puis même s'il n'y a pas de surprise, parfois il y a des inflexions, parfois parce que François Bayrou, quand il s'exprimait à l'Assemblée nationale, il prenait des précautions d'usage. Justement, moi, François Bayrou, qui n'était pas tout à fait ma famille politique, parce que moi, vous le savez, je suis plutôt quelqu'un qui vient du centre-gauche initialement. C'est en l'écoutant. C'est vrai qu'il est du centre-droit. C'est un jour, non, il est du centre. Un jour, je l'ai entendu
C'était en 2007, justement, sur un vote de confiance. Et c'est ce jour-là que je me suis dit, tiens, cet homme mérite sans doute d'être écouté, et il dit des choses justes. Et moi, ça m'arrive parfois d'entendre des républicains sur certains sujets dire des choses intéressantes, et des choses qui viennent de votre rang, je les trouve parfois intéressantes. Donc j'essaye de faire mon opinion et de faire de la politique au service des Français. Non, je ne suis pas parfait. Ne jouez pas au donneur de leçons. Je n'ai donné aucune leçon. Et deuxième chose, je vous dis, le comportement du MoDem n'est pas un comportement qui permet de nous éclairer positivement. Un mot, Benjamin Morel, sur ce vote de confiance, parce qu'il n'y a pas nécessairement un vote de confiance après un discours de politique générale. L'idée, c'est quoi? C'est de relégitimer le Premier ministre? Oui, c'est de montrer que la majorité est derrière le Premier ministre dans ce qui apparaît comme une forme de renaissance du gouvernement, l'acte 2, etc. Alors c'est en grande partie la communication politique, mais ça a un sens. Et pendant que vous parlez, il y a les tambours de la garde républicaine qui retentissent, celle des pas perdus, je vous en prie. Oui, ça a un sens, cette communication politique, dans une stratégie de relégitimation de la politique. Donc, encore une fois, là, on est dans la marche normale des institutions. Ce qui est intéressant, en effet, c'est de voir le repositionnement des oppositions. Parce que les élections européennes ont été intéressantes par rapport à un phénomène, qui était le phénomène vote utile. Alors, le président de l'Assemblée nationale traverse la salle des pas perdus pour rejoindre l'hémicycle. C'est-à-dire que lorsque on prend les raisons du vote pour la liste LREM, mais également pour la liste RN, on voit qu'une grande partie des électeurs de droite, notamment, ont voté utile en se disant, eh bien, en votant La République En Marche, je contre Marine Le Pen, etc. Pour exister face à ce phénomène de vote utile dans une 5e République qui a été construite politiquement et, on va dire, intimement sur le mode de l'alternance, les oppositions ont besoin de se poser. Merci à tous les quatre d'être venus débattre. Et maintenant, le discours de politique générale du Premier ministre.